Bonjour à tous et bon réveil matinal. L'homosexualité est une orientation sexuelle caractérisée par une attirance sexuelle ou par des sentiments amoureux envers personnes du même sexe ou du même genre. Dans l'Occident moderne, s'est établie une nomenclature d'usage pour définir les orientations sexuelles. Le terme gay est souvent utilisé pour définir les individus ayant un comportement à prédominance homosexuelle, principalement masculin. Le terme lesbienne est exclusivement utilisé pour désigner les femmes homosexuelles. Les homosexuels sont parfois représentés avec d'autres minorités sexuelles et du genre par le sigle LGBT pour lesbiennes, gays, bisexuels, trans. Le phénomène est d'actualité et est de plus en plus perceptible au Bénin. Nous en parlerons ce matin dans le débat avec Constant Yaouédéou, directeur de Radio Planète, qui sera face au président d'honneur du mouvement socialiste révolutionnaire, Habib Arandessi. Mais avant de les retrouver pour le débat de ce matin sur Free Matin, à suivre comme à l'accoutumée à chaque numéro d'émission, la présentation de quelques titres afin de vous imprégner de l'actualité sociopolitique au Bénin. S'en suivra le bulletin matinal d'information de ce matin qui vous sera présenté par Atifa Olafa. Retenons d'entrée de jeu que le Conseil hebdomadaire des ministres a été tenu hier sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon. Conseil des ministres au cours duquel il a été décidé de la dissolution du Conseil national des chargeurs du Bénin. Toujours au cours de ce Conseil des ministres, l'Annexmo a un nouveau directeur général. À suivre également au cours de cette matinale, Pascal Irené Koupaki, secrétaire général de la présidence de la République, et le président Patrice Talon lors de la rencontre avec les maires des 77 communes du pays, rencontre au cours de laquelle a été présenté le projet de loi qui réforme un peu la décentralisation en l'État. À suivre également au cours de cette émission matinale, Richard Boni Ouourou qui répond à ceux qui commentent de travers cette rencontre qui a eu entre Patrice Talon et Thomas Boni Yahi. En fin d'émission, comme à chaque numéro d'émission, Nansrine Fatoumi sera de la partie. Rassurez-vous, chers amoureux du Zodiac, elle viendra vous présenter ce que prévoient les astres pour vous, chers amoureux du Zodiac, ce jeudi. Le tableau synoptique de cette émission ainsi présenté, on se retrouve tout de suite juste après cette pub qui vous présente les offres de réduction de scolarité pour la rentrée universitaire 2021-2022 à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Juste après cette pub, on se retrouve pour la une des journaux. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien Le Matinal nous titre en manchette ce matin: Conseil des ministres, le social amplifié dans le budget général de l'État exercice 2022, près de 2500 milliards de francs CFA de prévision. Le CNCB, Conseil national des chargeurs du Bénin, dissous, les employés sauvés. Les projets de loi sur la décentralisation et la protection de la femme transmis au Parlement. Retrouvez le compte rendu du Conseil des ministres de cette semaine dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Matinal. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, maladroite réaction au sujet de la rencontre Talon-Yahi, Léa Dissoglo doit faire profil bas. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette: suite au Conseil des ministres hier, clap de fin pour le CNCB. Vous avez une caricature avec un homme au bord d'un tombeau qui enterre, vous avez un cercueil sur lequel il est inscrit CNCB, et l'homme qui dit: tu as causé la chute de plusieurs directeurs généraux dans ce pays. Retrouvez l'article lié à ce titre à la une de La Nation de ce matin, à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien de service public, nouvel arsenal juridique national, des avancées notables pour les droits de la femme. Toujours à la une du quotidien national d'information, budget de l'État 2021, adoption d'une loi de finances rectificative. Fraternité nous titre ce matin en manchette: projet de loi de finances exercice 2022. Une prévision de 2541 milliards de francs CFA. La cagnotte a voté par les députés pour la concrétisation des actions gouvernementales. La loi de finances rectificative gestion 2021 sur la table de l'Assemblée nationale. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, journée de relais communautaire à C'est dans le Mono. Le SAID et le Butsob ONG accompagnent le gouvernement dans la mise en œuvre de la politique nationale de santé. Nous passons à présent au quotidien Le Grand Regard, qui jette un regard ce matin sur les doléances pour la décrispation du climat sociopolitique lors de la rencontre entre Patrice Talon et Thomas Boniaï. Boniaï s'est-il trompé d'interlocuteur? S'interroge ce matin le confrère. Nous restons toujours à la une du quotidien Le Grand Regard de ce matin. Université de Parakou, le recteur Gandaro part avec des lauriers. Nous passons à présent au quotidien Le Pays Émergent. Ouverture ce jour de la session ordinaire du conseil communal d'Abomey-Calavi. Le maire Angelo Awandino en difficulté. Les conseils du parti politique Bloc républicain ne décolèrent toujours pas. La gestion de l'actuel locataire de la ville dortoir de plus en plus décriée. Nous passons à présent au quotidien La Cloche. Vie des entreprises d'État, le gouvernement dissout le CNCB et nomme un liquidateur, une dissolution de l'office à visage humain. Toujours à la une du quotidien La Cloche de ce matin, suite réservée aux doléances de Boniaï, les assurances du porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du gouvernement Wilfried Léandre Ngbeji, ces assurances sont relayées dans les colonnes de la parution ce matin du quotidien La Cloche. Nous passons à présent à Le Béninois libéré. Mort subite du CNCB hier en Conseil des ministres. Raisons et conséquences de l'acte sont présentées dans les colonnes de la parution ce matin du quotidien Le Béninois libéré. Toujours à la une du même canard, supposée créance de la société de gestion des marchés autonomes dans les banques. La gestion de Armand Gansset ne doit rien. Le directeur général décide de mettre fin à l'intox. Retrouvez sa réponse relayée par les confrères du quotidien Le Béninois libéré. Transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi portant code de l'administration territoriale. La mangeoire des maires grenadés, mécontents mais sourire aux lèvres, ils attendent tous Talon au carrefour. Nous passons à présent au quotidien Info Matin, Conseil national des chargeurs du Bénin, la dissolution qui acte la fin d'une ère. Toujours à la une de Info Matin de ce matin, supposée dette de 43 millions de francs CFA, la Sogema ne doit à aucune banque, confirme le confrère ce matin. Le quotidien Bénin Intelligent nous titre ce matin: loi de finances gestion 2022, 2436,653 milliards de francs CFA affectés au hautement social, un taux de croissance de 7% envisagé. Toujours à la une du quotidien Bénin Intelligent de ce matin, première édition
de la journée de la donnée, les enjeux de la donnée en réflexion, des précisions sur ce titre à la page 8 de l'apparition de ce matin du Canard qui nous titre également à sa une ce jeudi. Réforme de la décentralisation et infractions liées au genre, le gouvernement dans du concret, le Parlement face à l'histoire. Défi info en marge à la mise en œuvre des réformes de la décentralisation. Bientôt, un audit technique et financier des maires en exercice. De nouveaux clients s'offriront certainement à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, criette Union progressiste, la gestion politique du parti à Abomey-Calavi est enrhumée, fait observer le confrère de Défi Info qui informe également à son tour que lors du Conseil des ministres d'hier, le Conseil national des chargeurs du Bénin CNCB a été dissous. Jack Pata, la lumière est ma loi, titre ce matin manchette budget général de l'État pour l'année prochaine. Le gouvernement prévoit un budget de 2541,203 milliards de francs CFA pour 2022. L'éducation, la santé, le social et autres, les grandes priorités. Le quotidien L'Économiste titre ce matin, loi de finances exercice 2022, un projet de loi de 2541 milliards de francs CFA soumis au Parlement. Nous restons toujours à la une du premier quotidien économique du Bénin. Curricula revisé français et mathématiques, les enseignants du primaire en formation, des précisions à la page 11 de la livraison de ce matin du journal L'Économiste. Matin libre en manchette, décrispation politique entre pression et intérêt général. Que fera le président Patrice Talon, s'interroge le confrère ce matin. L'événement précis à la une, nous commençons par son oreille droite. Réflexion de Jean-Pierre Edon. Notre souhait est que chaque premier magistrat africain soit un Mandela ou un Washington dans son pays. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, retrouvailles familiales à Tchaourou. Boniaï et Adam Bagoudou se réconcilient. Retrouvez l'article lié à cette manchette à la page 6 de la livraison de ce matin du journal L'événement précis qui a également titré à sa une ce matin, rencontre Boniaï Patrice Talon. Eugène Azatassou fustige la démarche de Boniaï. Ceux qui ont des problèmes réels avec la justice vont comparaître, exige Irénée Agossa. Toujours à la une du quotidien L'événement précis de ce matin, convoqué par la Brigade économique et financière pour un arriéré de taxes douanières de sa société Cobetrac, l'homme d'affaires El Hadj Daouda Lawal paie 3 millions de francs CFA et repart libre chez lui. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, lutte contre la Covid-19, Mouel Bénin, entendez, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Mouel Bénin fait don de bouteilles d'oxygène au CHD Mono et à l'hôpital de zone de Lokossa. Nous passons à présent au quotidien Nouvelle Économie 2017-2020. En cours de la dette bancaire des entreprises publiques, la Sogema reste devoir 43,6 millions aux banques. Nous passons à présent au quotidien Le Challenge, dossier combat pour l'approche genre au Bénin. Les femmes ont pris la parole, la peur a changé de camp. Toujours à la une de Le Challenge de ce matin, rationalisation de l'économie nationale, le CNCB inutile et budgétivore dissous. Toujours à la une du quotidien Le Challenge de ce matin, réforme du numérique sous la rupture, l'administration Talon gagne le pari de la dématérialisation. Dynamisme info à présent, Bénin face aux demandes pour la décrispation. Pourquoi ces partisans du pouvoir s'agitent-ils? Toujours à la une de Dynamisme info de ce matin, problème de gouvernance locale à Savalou. Un citoyen saisit le préfet à l'effet de recadrer le maire. Toujours à la une de Dynamisme info de ce matin, lettre de Jean-Claude Assogba sur la mission de Banamé. Toujours silence radio sur les faits à charge de Parfaite, fait observer le confrère ce matin qui titre également à sa une ce matin, 6 ans d'emprisonnement à son encontre dans le dossier 39 hectares. Georges Bada interjecte appel, mais pour quelle issue, s'interroge le confrère ce matin. L'Indépendant titre ce matin à la une, convoqué pour une dette de sa société
Cobetrac, El Hadj Daouda Lawal, paie un impayé de 3 millions de francs CFA à la brigade économique et financière et rentre chez lui. Nous passons à présent au quotidien, l'autre quotidien, mais avant, découvrons un autre titre à la une de l'Indépendant de ce matin, projet Une Africa à Cotonou, le centre de promotion de l'artisanat bientôt rasé. L'autre quotidien à présent a fait de trafic des carnets de vaccination et de passes sanitaires. Comment dissuader les réseaux corruptifs au sein de l'administration béninoise, s'interroge le confrère ce matin. Transmission au Parlement du projet de loi réprimant les violences faites aux femmes et assurant leur protection, le Bénin sur la voie d'un progrès majeur. Toujours à la une du quotidien, l'autre quotidien de ce matin, dissolution du Conseil des chargeurs du Bénin, le gouvernement met fin à une institution hors du temps. Gascani Info lutte contre le harcèlement sexuel, le Bénin comme les États-Unis. Toujours à la une de Gascani Info de ce matin, extorsion de fonds au Bénin, 4 cybercriminels arrêtés. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui vous est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Le gouvernement du Bénin a tenu ce mercredi 29 septembre 2021 son conclave gouvernemental sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République, Patrice Talon. Au cours de ce conclave gouvernemental, plusieurs décrets ont été adoptés et des nominations prononcées à l'issue de la séance. Au titre des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi de finances rectificative pour la gestion 2021. Adoption du décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi de finances pour la gestion 2022. Transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote de projet de loi portant disposition spéciale de répression des infractions commises à raison du genre et de la protection de la femme en République du Bénin. Nomination des membres du conseil d'administration de la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB. On note au titre des communications la contractualisation avec divers cabinets pour des missions de maîtrise d'œuvres complètes des travaux de construction puis d'exploitation par Club Med du village de vacances d'Avlekete dans la commune de Cotonou. La dissolution du Conseil national des chargeurs du Bénin fait suite à la décision du Conseil des ministres du 22 septembre 2021 de mettre en œuvre un système d'information portuaire. Le but est de garantir la transparence de tout le processus d'importation et de transit, la simplification et l'accélération des procédures et formalités pour l'entrée et la sortie des marchandises. Selon le Conseil des ministres, la mise en œuvre du système d'information portuaire induira aussi une restructuration des activités portuaires, notamment la gestion des informations relatives à la détermination, la certification et la communication de la masse brute vérifiée par le port autonome de Cotonou. Le gouvernement béninois s'est également penché sur la situation des agents employés par le CNCB. Procédant à la dissolution du CNCB, le gouvernement a procédé à la nomination de son liquidateur. Parlons du domaine de la décentralisation. Le projet de réforme structurelle du secteur de la décentralisation a été exposé au maire le mardi 21 septembre 2021 au Palais des Congrès de Cotonou. C'était en présence du président de la République, Patrice Talon, des présidents d'institutions de la République, des membres du gouvernement et des 12 préfets des départements. Il s'agit d'un projet de réforme contenant des évolutions significatives au niveau de la gouvernance dans nos communes. Les fonctions politiques seront séparées des fonctions administratives. La réforme remplace les secrétaires généraux dans les mairies par les secrétaires exécutifs. Ces derniers seront nommés par les maires dans un fichier national pour un mandat de 6 ans. À l'entame de la dite cérémonie solennelle, Pascal Irené Koupaki, secrétaire général de la présidence de la République du Bénin, a eu à exposer les causes conjoncturelles et structurelles qui nécessitent cette réforme. Suivons ensemble un extrait de ses propos.
À l'occasion du message de vœux à la nation, le 31 juillet 2021, dans le cadre de la célébration de notre fête nationale, le président de la République avait annoncé que des travaux étaient en cours pour une réforme ambitieuse de la gouvernance locale. Ceci pour que nos collectivités locales deviennent effectivement des espaces de vitalisation du territoire et d'épanouissement du citoyen qui favorisent l'expression de son génie et lui assurent l'accès à tous les services sociaux de base. Comme nous le savons, la décentralisation a pour vocation d'être le moteur du rayonnement de toutes nos communes pour le bien-être des populations. Une vocation qui, malheureusement, depuis 2003, semble reléguée au second plan. Les causes conjoncturelles d'une telle situation sont notamment liées aux contingences politiques qui émergent à l'occasion de chaque élection par des alliances qui se nouent et se dénouent. Cette pratique est contre-performante. Quant aux causes structurelles, elles se trouvent dans notre modèle de gouvernance axé sur un rôle prépondérant du politique qui consacre le cumul des fonctions politiques et techniques par le maire, organe exécutif de la commune. Un tel modèle est aujourd'hui dépassé. Par ailleurs, l'observation attentive de la pratique politique dans notre pays montre que l'acteur politique, même avec une bonne foi avérée, peut rester otage de son ambition de se faire réélire. Cette ambition le conduit, bien souvent, à s'abstenir de prendre les bonnes décisions, voire les décisions difficiles, mais pourtant nécessaires à l'amélioration des conditions de vie de la majorité de nos concitoyens. Cette donne est encore plus accentuée au niveau local et explique en partie les résultats insuffisants de nos organes communaux. Nous tous, nous en convenons. De plus, et en la vérité, les hommes politiques élus pour animer les organes communaux n'ont pas toujours un profil technique de gestionnaire, de sorte que, de bonne ou de mauvaise foi, les résultats de leur gouvernance ne permettent pas d'engager véritablement la mise en œuvre des plans de développement dans nos communes. Pourtant, chacune de nos 77 communes, chacun de nos 546 arrondissements, chacun de nos 5399 villages et quartiers de ville peut et doit devenir un espace attrayant où notamment le cadre de vie est assaini, où les ressources mobilisées grâce aux efforts de nos concitoyens sont bien gérées et la reddition des comptes assurée. Ainsi, nous devons tous convenir avec le chef de l'État que l'amélioration de la gouvernance locale doit être désormais considérée comme un impératif afin que ces ressources servent effectivement la cause du bien-être des populations.
Toujours dans le cadre de la présentation de ce projet de réforme structurelle du secteur de la décentralisation au maire, le président Patrice Talon, lors de sa prise de parole, a rappelé les biens fondés d'une telle réforme. Il espère que les contributions diverses vont améliorer et persévérer l'essence même de cette réforme. Suivant un extrait de ses propos. Le maire de Kouamassé a dit ce que tout le monde pense. Puisque quand il a parlé, beaucoup ont applaudi dans la salle. C'est un cri de cœur légitime. J'ai fait campagne, présenté un projet de société, j'ai été élu. Je vais mettre en œuvre ma vision, ma politique. Et puis on me retire le budget. On dit que c'est quelqu'un d'autre qui va exercer, sera ordonnateur de budget. Laissez-nous notre budget. Mais ce cri de cœur justifie la pertinence de la réforme. Parce que vous avez dit ça là. Aujourd'hui, ça prouve que, avant de quitter ici, il faut qu'on valide. Ah oui. Moi, ça m'a beaucoup plu quand il a dit ça. Oh, j'étais satisfait et dit, voilà, on a touché du doigt le problème. Monsieur le maire, moi, j'ai été élu, la deuxième fois, élu président de la République. Jamais été tenté de changer la Constitution pour devenir ordonnateur. Je ne suis pas ordonnateur du budget national. Ce n'est pas moi qui signe les chèques. Le ministre des Finances est mon chef en matière de budget, d'exécution de budget, en matière de ressources financières. Le ministre des Finances, c'est mon chef. Si vous avez fait attention pendant la campagne, quand on me présente des doléances, je dis je vais plaider auprès du gouvernement. Certains doivent se rappeler de ça. Au gouvernement, le ministre le plus détesté, c'est le ministre des Finances. Personne ne l'aime. Mais c'est parce que c'est comme ça. Et ceux qui ont organisé la République, ce n'est pas nous, bien avant nous. Nous avons des royaumes qui fonctionnaient autrement. Et aujourd'hui, nous avons choisi de vivre selon les règles modernes de gestion, qui ont fait leur preuve et qui font que nous voulons nous développer comme le monde entier aujourd'hui. Ces règles modernes de gestion requièrent qu'il ne faut pas laisser tous les pouvoirs dans les mains d'une même personne, même élu. Qu'il faut que celui qui a même le pouvoir absolu délègue certains de ses pouvoirs. Surtout quand on est des élus. La tentation est forte, la pression est forte. Et l'homme n'étant pas Dieu, il ne faut pas que le prétexte du choix populaire nous transforme en Dieu sur terre. Monsieur le maire, votre budget ne vous appartient pas, c'est le budget de la commune. Ce n'est pas votre argent. Ce n'est pas votre argent. C'est l'argent des contribuables. Alors, le présentateur l'a dit tout à l'heure, vous avez à définir un projet de société, vous avez à définir une orientation à faire adopter par le conseil, à mettre en œuvre. Mais quand vous décidez qu'il y a un centre de santé, et si vous avez désormais le pouvoir d'utiliser les ressources qui sont les vôtres pour construire un centre de santé, pour l'équiper, pour recruter les gens de santé, si vous voyez que notre commune a besoin de ça, et vous décidez de ça, c'est vous-même qui allez construire le centre de santé. C'est vous-même qui allez acheter les équipements, vous n'en savez rien, vous ne connaissez pas les équipements. C'est vous-même qui allez recruter le personnel, c'est vous-même qui allez faire l'interview des médecins, des sages-femmes et consorts, vous n'allez pas le faire vous-même. Vous n'avez pas de compétences dans le domaine. Même si vous êtes médecin, alors là, dans ce cas, vous allez le faire. Mais dans le domaine de l'assainissement, quand il pleut, la commune est inondée de partout. Il faut mettre en œuvre un programme d'assainissement. Ça va nous coûter tant, nous allons voter le budget parce que nous avons les ressources qu'il faut. Quand vous avez dit ça, vous avez joué votre rôle. Maintenant, vous mettez quelqu'un à l'exécution et vous le surveillez. Vous le surveillez, vous le supervisez. S'il fait mal, vous mettez le doigt dessus, vous relevez.
S'il commet des fautes, vous le sanctionnez. Vous avez le pouvoir de sanction. On n'a jamais dit que le secrétaire exécutif est au-dessus des maires. Jamais personne n'a dit ça. Il peut être sanctionné, il peut être relevé. Mais quand on a rajouté l'implication du préfet pour apprécier les fautes et consorts, c'est pour que parfois, comme nous sommes en milieu quand même délicat où la politique intervient, c'est pour éviter que on ne se lève pas juste parce qu'on a demandé une faveur, quelque chose, et l'autre n'a pas voulu le faire, dire attention, si ça pète, c'est moi qui vais répondre. Allez, on va le relever, on va le sanctionner. C'est pour ça qu'on veut élargir le champ de ceux qui décident de la sanction. Quand l'État central doit définitivement sanctionner, relever un maire, parce qu'on a estimé qu'il a une faute grave, dans la disposition actuelle, en cours là, les lois prévoient que c'est fait en conseil de ministres. Si le président de la République, vous savez, moi je signe 2 types de décrets. Des décrets présidentiels que je signe tout seul. Parfois, si ça a une incidence financière, je signe ça avec le ministre des Finances, parce que l'argent, ce n'est pas moi, donc je l'appelle pour signer. Mais si je signe un décret tout seul pour sanctionner un maire, c'est nul. C'est le conseil des ministres. Parce qu'il faut qu'une décision aussi importante ne soit pas décidée par une seule personne. Même si les autres sont nommés et sont mes collaborateurs, ils viennent et puis ils vont faire la contradiction au président, ils vont débattre, ils vont dire non, vraiment, ce n'est pas comme ça. Parce que nous savons que l'homme n'est pas Dieu. Qu'il soit retenu que c'est pendant que vous êtes maire de Pomassé qu'il a été retenu d'améliorer la gouvernance et vous avez accepté de renoncer à des prérogatives par vous-même. C'est grand. C'est noble. C'est extraordinaire. Et je veux, chers amis, espérer que nos contributions vont améliorer, préserver l'essence même de cette réforme, mais l'améliorer techniquement pour que l'objectif soit effectivement atteint une fois qu'on aura mis en œuvre cette réforme-là. La réforme structurelle du secteur de la décentralisation au Bénin suscite moult réactions depuis son annonce la semaine dernière. La plateforme pour la promotion des acquis de la rupture a exposé les bien-fondés de cette initiative du chef de l'État, Patrice Talon, dans un entretien. Suivez les analyses de son coordonnateur, Nassirou Kassoumou Araro. Déjà, en observant le projet de réforme qui a été présenté, nous remarquons qu'il y a d'une part des constances essentielles et d'autre part, disons, des évolutions quand même assez significatives. Au titre des constances que nous remarquons déjà dans le projet, en tout cas pour ce que nous avons vu déjà, c'est que les questions liées au domaine de compétences des communes sont maintenues, les questions liées à la cohérence entre les politiques nationales et les politiques locales sont également maintenues. La question de l'assistance conseil aux communes, donc l'assistance technique que l'État est appelé à apporter aux communes est également maintenue. Donc ce sont des constances essentielles qui sont en fait des balises même de la décentralisation qui ont été maintenues. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est à l'actif de cette réforme. Mais également, la réforme a fait intervenir des évolutions assez significatives qui sont quand même à saluer parce qu'elle s'inspire des grands modèles de décentralisation. Parce qu'il faut également dire la vérité que après près de 20 ans d'expérimentation de la décentralisation dans notre pays, le Bénin, il était important de pouvoir améliorer un peu ce système. Le système qui a vécu, nous avons expérimenté ici dans notre pays toutes les facettes des tests qui organisent la décentralisation, allant de la destitution des maires à toute forme de difficultés vécues au niveau des conseils communaux, la politisation à outrance des conseils et des administrations communales, les blocages institutionnels au niveau des collectivités locales. Et tout cela, nous avons vécu cela dans notre chair, au niveau des collectivités. Et cela a entraîné même des fois le refus de développement au niveau de certaines communes. Au titre des évolutions, nous pensons, nous voyons quand même qu'il y a un fil d'Ariane qui est important de préciser. Et ce fil d'Ariane repose sur 4 aspects qui sous-tendent vraiment les évolutions qui sont arrivées. Le premier aspect, c'est le réaménagement des organes.
On a constaté un réaménagement des organes. Ensuite, une redistribution des pouvoirs, un renforcement de la reddition des comptes et enfin un réaménagement des modalités d'exercice de la tutelle. C'est vraiment important. Il faut dire que ces 4 aspects sont des aspects essentiels qui conditionnent même la réussite de la décentralisation dans notre pays. Le projet de réforme fait intervenir de nouveaux organes au niveau de la commune. D'abord en faisant, et ça c'est important, la séparation entre les organes politiques et les organes techniques. C'est très important de le dire. L'avancée de beaucoup de communes a été entravée par la forte politisation des administrations communales, ou la difficulté d'avoir une administration communale indépendante, épanouie, parce qu'inféodée aux politiques. Et aujourd'hui, avec cette réforme, on va mettre fin un peu à cet état des choses qui a bloqué un peu l'avancement des communes. Et donc, somme toute, il n'y a pas de raison, lorsqu'on regarde un peu cette réforme, d'avoir toutes ces inquiétudes. Bien au contraire, du point de vue de la plateforme pour la promotion des acquis de la rupture, nous pensons que cette réforme va permettre d'atteindre 3 objectifs majeurs. Premièrement, c'est d'assurer l'efficacité du pilotage et de la gestion de l'administration communale. C'est important. Ensuite, de réduire les interférences politiques dans la gestion administrative des ressources communales. Et enfin, de donner beaucoup plus de visibilité aux actions publiques de développement dans les communes, notamment avec le fonds d'investissement qui sera mis en place, alimenté donc par l'État. En conclusion, nous pensons au niveau de la plateforme pour la promotion des acquis de la rupture que cette réforme structurelle de la décentralisation va permettre d'aboutir à une efficacité de la gestion et la reddition des comptes en vue de promouvoir un développement local effectif au niveau de nos communes. Dans le cadre de la rencontre du président Patrice Talon et son prédécesseur Thomas Boniyayi, Richard Boni Ouourou a dit s'être senti investi dans la mission de contribuer à ce qu'un dialogue national soit instauré. Cette démarche, il avoue l'avoir engagée de son propre chef sans que ni Talon ni Yayi ne lui en donnent mandat. À le suivre sur sa page Facebook, il a donc élaboré l'idée d'un élan de convergence béninois et dont le point de départ serait une rencontre officielle au sommet. Le politologue le plus présent dans les médias sociaux et traditionnels se réjouit que la première phase de son projet se soit déjà réalisée à travers la concrétisation de la rencontre des 2 hommes d'État. Suivons ensemble un extrait de ses impressions au lendemain de la rencontre. Propos recueillis par Abdelkader Achio. Ma démarche, cette fois-ci, s'inscrit strictement dans ma logique de transparence. Aujourd'hui, je pense que je suis une des personnes dont la voix porte dans l'espace politique et social, et j'ai beaucoup de lecteurs. De ce point de vue, je leur dois, en toute transparence, un compte rendu sur ce qu'a été ma participation ou mon rôle dans cette rencontre. En effet, le 31 juillet, j'ai reçu l'appel du chef de l'État. Ça a été un appel totalement fortuit. Et durant cet appel, nous avons discuté assez longuement des réformes, de ma position. Et il m'a rassuré qu'il n'y avait aucune chasse à la sorcière dans ce qu'il faisait et que tant que personne ne se reproche quoi que ce soit, qui n'est pas de son rôle d'envoyer des gens à la prison juste pour des raisons politiques. Je l'ai cru à moitié, je dois être sincère, parce qu'il y a plusieurs faits qui prouvent le contraire, si on doit revenir dans le domaine politique. Mais je ne voudrais pas animer la polémique davantage. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le sort des Béninois qui sont en prison et ceux qui sont dans les maquis, ainsi que la stabilité du pays. Quand j'ai fini de parler avec lui, j'ai parlé ensuite au président Thomas Boniyayi, avec qui j'ai pris l'habitude désormais de parler presque tous les jours, à une certaine heure, et je lui ai fait part de cet appel-là et des conditions qui l'ont entouré. Alors, le président Boniyayi m'a dit clairement que la crise a beaucoup duré et qu'il pense qu'il faudrait qu'on trouve les voies et moyens pour arriver à sa résolution, à trouver un cadre apaisé pour pouvoir débattre de la résolution de la crise, afin que les enfants, les fils de Tchaourou, de Parakou, toutes ces personnes-là qui sont aujourd'hui en marge du système
socio-économiques et politiques juste à cause des événements politiques passés. Je veux parler des élections de 2019 et des élections de 2021. Alors, j'ai senti le président Yahya Boni assez soucieux de la crise et j'ai trouvé que cette crise-là, elle pesait beaucoup sur lui. Du coup, en tant que patriote, j'ai décidé alors de m'arroger moi-même le mandat et le devoir d'élaborer, comme on appelle, un programme de convergence sociopolitique dans le strict but de pouvoir aider à la résolution de cette crise-là. Mais je me suis dit, dans un débat qui manque de leadership, il est important que ce débat-là et cette phase du combat soit incarnée par une personne dont la voix porte encore dans l'opinion et qui inspire encore de la confiance. Et cette personne-là, c'est celui qui a encore aujourd'hui associé comme on appelle, le destin des Béninois, leur paix et tout le reste. Par conséquent, j'ai dit, bon, ok, il faut d'abord initier une rencontre Thomas Boni Yahi, Patrice Talon, et ensuite, de cette rencontre-là maintenant, que des exigences soient formulées et que, ensemble maintenant, peuple béninois, nous allons poursuivre ces exigences-là et exprimer notre confiance ainsi que notre soutien à l'un ou l'autre des deux partis, c'est-à-dire à Thomas Boni Yahi et à Patrice Talon, pour que, dans un élan de sagesse, Patrice Talon puisse prendre des décisions qui aillent dans le sens de dégel de la crise et que Thomas Boni Yahi soit satisfait de son rôle dans la résolution de la crise, mais que son rôle s'arrête strictement là, parce que pour moi, le président Thomas Boni Yahi n'a plus aucun rôle en politique, à part celui du rôle arbitral qu'il peut avoir et celui de conseil. Donc, voilà en quoi c'est résumé. Je vous l'accorde que c'est un résumé laconique, mais voilà en quoi c'est résumé mon rôle et je me devais d'être transparent envers mes lecteurs et envers l'opinion pour dire oui, dans cette rencontre, j'ai joué un rôle que je dirais même de premier plan, mais je ne m'arroge aucun mérite. Le mérite revient à l'ensemble des Béninois qui ont accepté l'idée d'une rencontre avec Thomas Boni Yahi et qui aujourd'hui émettent pour certains des doutes sur la suite de cette rencontre-là. Mais par contre, pour finir, je m'insurge contre tous les esprits qui ont la suspicion facile et qui disent que ce serait une rencontre entre deux personnalités pour aller faire une petite causerie et que de cette rencontre-là, que c'était un marché de dupes. Je m'insurge contre la suspicion permanente. Les autorités béninoises ont prescrit de multiples dispositions pour contrer la propagation du Covid-19 en cette rentrée scolaire 2021-2022. Les écoles s'appliquent à les mettre en exécution. Nos reporters ont sillonné quelques écoles de Cotonou ce mercredi 29 septembre 2021 pour faire le constat. Reportage Anaël Dohou. Les dispositifs de lavage de mains et les affiches invitant aux gestes barrières sont perceptibles à Eusae et à Saint-Rita. Les responsables y tiennent. Au niveau du portail, il y a deux dispositifs de lavage de mains, l'un à droite, l'autre à gauche. Et nous veillons à ce que les étudiants, avant d'entrer dans l'université, lavent les mains. Et chacun d'eux doit porter son masque. La plupart respectent, parce que même lorsque vous allez dans les amphis, nous essayons de faire le tour du rez-de-chaussée jusqu'au 5e étage. On essaie de voir si les consignes que nous avons données là sont respectées. Et ceux qui n'obtempèrent pas, on essaie quand même de leur faire un rappel à l'ordre. En ce qui concerne le CEG Saint-Rita, par rapport au respect des gestes barrières, nous avons à disposition des systèmes de lavage. Donc, nous avons des systèmes de lavage devant les bâtiments, devant chaque classe. Il y en a en quantité dans la maison, donc nous sensibilisons régulièrement nos apprenants par rapport au lavage de mains. Nous demandons aussi à nos professeurs dans les classes d'exiger le port obligatoire de masques aux apprenants avant l'accès au cours.
Et aussi par rapport à la distanciation, nous faisons toujours 2 par table. Donc on demande aux apprenants de respecter la distanciation en sortant un pied. Parce que vous voyez avec nos tables bancs de 2 places, donc il faut forcément que les apprenants s'asseyent de manière à faire sortir au moins un pied pour que la distanciation soit réellement respectée. Ces dispositions rassurent les apprenants, mais le respect strict s'illustre comme une épreuve à laquelle ces derniers se conforment avec peine. Et la COVID-19 est une maladie très grave qui tue beaucoup de personnes dans le monde. On prend des mesures pour ne pas l'attraper. On nous a demandé de porter nos masques, de respecter les distances et d'être propre. Tout le monde est avec le masque, comme se doit aussi, et les professeurs également. Bon, on porte ça, c'est seulement que parfois, parce que le fait de porter ça aussi, ça nous dérange un peu, quoi. Parce que pour s'exprimer aussi en classe, il faut descendre un peu le masque pour s'exprimer. Et après, tu reportes. Bon, le fait que les gens l'enlèvent, les gens ne portent pas ça régulièrement, c'est que ça empêche la respiration. Ça empêche la respiration, ce qui fait qu'il faut au moins descendre ça pour respirer un peu. Et après, monter ça aussi. Dans la sécurité et la difficulté, les apprenants n'ont d'autre choix que de se conformer. Terminons par le sport. Les écureuils du Bénin vont livrer 2 matchs décisifs contre les Taifa Stars de la Tanzanie les 7 et 10 septembre prochains pour le compte des 3e et 4e journées des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Après la désillusion lors des qualifications pour la prochaine CAN face à la Sierra Leone, comment Michel Dussuyer et son staff préparent-ils psychologiquement le groupe? Élément de réponse à travers une conférence de presse qu'a livré l'entraîneur des Béninois. Une dominante essentielle. Je dirais qu'on a retrouvé quand même certaines vertus et certaines valeurs lors du dernier rassemblement. Je pense que cette élimination, elle a fait mal à tout le monde. Mais voilà, je dis quand on tombe, on se relève. Et c'est ce que le groupe a su faire, se relever et repartir sur ce qui faisait notre force en termes d'état d'esprit et en termes de vertu. Donc j'ai retrouvé un groupe qui était compétiteur, qui était prêt pour les échéances, sinon on n'aurait pas obtenu le résultat qu'on a obtenu lors de la première et de la deuxième journée. Donc voilà, on doit rester dans ce droit fil. On ne va pas s'arrêter en chemin maintenant qu'on est engagé dans une compétition où on a pris plutôt un bon départ. Donc voilà, ça doit aussi nous procurer un surcroît de motivation et un surcroît de confiance pour continuer notre marche en avant. C'est des questions qu'on pose quelquefois. Après, dans la gestion du groupe, il y a un staff technique qui est là avec des gens qui sont déjà, on va dire, avec une certaine expérience. Bon, ils n'ont pas fait d'études de psychiatrie, mais en tout cas, ils connaissent très bien le football, ils connaissent très bien les joueurs parce qu'ils ont du vécu par rapport à ça. Je suis entouré de gens qui ont un statut d'international. Moi-même, j'ai aussi un peu d'expérience. Donc voilà, ce sont des choses qui nous permettent de penser qu'on est capable justement d'apporter cette dynamique-là positive à notre groupe. Ça a été le cas pendant un moment. Maintenant, il y a eu ce passage au mois de juin qui a été compliqué. C'est pas seulement la vie du groupe, c'est aussi tout ce qui s'est passé autour du groupe qui a fait que ça nous a un peu déstabilisé. On l'a payé très cher. Donc aujourd'hui, on sait le prix qu'il faut payer pour arriver à atteindre ses objectifs. Et maintenant, cet échec doit nous servir de leçon. On apprend plus des échecs que des réussites. On s'est peut-être laissé bercer dans une douce euphorie. Moi, je dis bien nous, c'est nous tous. Mais voilà, aujourd'hui, on a été rattrapé par la réalité et il s'agit de regarder devant et d'être ambitieux. Quand on commence une compétition, j'ai dit, c'est pour finir le plus haut possible. D'accord ? Et le plus haut possible, c'est la qualification pour le second tour. Maintenant, on sait que voilà, c'est une poule homogène, c'est une poule difficile, c'est une poule serrée.
mais où chacun peut prétendre jouer sa carte à fond. La preuve, la Tanzanie est en tête avec le Bénin, c'était pas les favoris au départ, puisque le favori du groupe c'est quand même la RDC. Bon, maintenant c'est la vérité du jour, on en reparlera à la mi-novembre. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à très bientôt. La grande édition du journal télévisé sur EZA TV est prévue pour 19 h. Ce sera une présentation de Carles Kitome si tout va bien. Place à présent au débat de ce matin sur Free Matin. Le débat de ce matin sur Free Matin, Abiba Randessi, Constant Yaouidou, bonjour à vous. Bonjour, Kader. Merci d'être là ce matin. Comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, nous parlerons ce matin de l'homosexualité qui est une orientation sexuelle caractérisée par une attirance sexuelle ou par des sentiments amoureux envers personnes de même sexe ou de même genre. Dans l'Occident moderne, s'est établie une nomenclature d'usage pour définir les orientations sexuelles. Le terme gay est souvent utilisé pour définir les individus ayant un comportement à prédominance homosexuelle, principalement chez les hommes. Le terme lesbienne est exclusivement utilisé pour désigner des femmes homosexuelles. Alors, dites-nous, Constant Yaouidou, l'homosexualité est désormais même une réalité au Bénin. Est-ce que nous avons besoin d'une législation pour encadrer cela ou on observe les choses se dérouler? Comment se passe? Merci Kader. Une législation finira par arriver parce que quand c'est un fait social qui commence par évoluer jusqu'à un certain niveau, ça a besoin d'être cadré, sinon les déviances conduisent à des situations ingérables. Surtout que c'est un phénomène que nous ne connaissions pas. C'est pas du tout de notre culture, c'est pas du tout de notre environnement et c'est pas du tout de notre moralité. Et un phénomène qui apparaît comme ça chez nous, donc transposé de l'Occident, qui n'est pas de notre existence, qui culturellement pose problème, finira toujours par connaître des situations difficiles à gérer. C'est en ce moment-là que la législation finira par intervenir. C'est un fait, est-ce qu'on peut dire, culturel des autres que nous transposons dans notre culture. Mais c'est sûr que l'environnement social des Occidentaux à favoriser de tels comportements parce que aujourd'hui la notion de famille chez eux n'existe pratiquement plus. C'est maintenant qu'on sent qu'ils sont à la recherche de la reconstitution de cet environnement-là, si bien que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et dans un environnement pareil, les tests ont évolué chez eux, donc il y a une liberté débordante. Justement, est-ce que cette liberté pourrait être consacrée au Bénin, comme d'autres pays? Ça va être difficile parce que culturellement, la pudeur est l'un des piliers essentiels de notre moralité, la moralité dans notre culture. Et ça se sent très mal. Vous avez vu un peu comment ça s'est passé au Cameroun. Paul Biya, le premier, qui s'est présenté à la mairie pour demander un mariage comme ça, il a dit au procureur, il n'y a même pas de procès à faire, c'est 5 ans de prison pour eux, pour qu'on voit qui va encore venir dire ça, parce qu'ici nous sommes en Afrique. C'était comme ça que le président même avait réagi. Donc c'est quelque chose qui va être difficile à accepter dans notre société. Je reviens dans un instant, Constant Yaouidou. Abiba Randessi, c'est une la palissade, votre ancrage dans le monde estudiantin. Est-ce que vous avez courtoyé des homosexuels dans ce monde-là et que pensez-vous de leur orientation sexuelle? Moi, j'ai rencontré beaucoup d'homos et je continue de rencontrer. Et peut-être je vais vous étonner, je ne suis pas contre le phénomène.
je ne suis pas contre l'homosexualité, je suis hétéro, l'autre est homo, nous sommes appelés à vivre ensemble. Et dit que le phénomène aujourd'hui est une réalité au Bénin, c'est ne pas documenter le fait. C'est ne pas documenter le fait, puisque l'homosexualité a toujours existé en Afrique et précisément au Bénin. C'était même des... Écoutez... Lorsque vous parlez de l'homosexualité a toujours existé, qu'est-ce que vous voulez dire en ces termes? Sous quelle forme elle avait existé par le passé selon vous? L'orientation sexuelle. Un homme avec un homme? Oui, un homme. Très souvent, c'est un homme avec un homme. Mais c'était un phénomène gardé en secret. C'était pas dévoilé. Les gens ne s'affichaient pas. Du moment où il y a la force des hétéros, que nous sommes en majorité, qui agit sur les homos. On estime que c'est contre-moral. On estime que si nous prenons notre morale ou bien notre éducation comme mesure, ceux qui prennent la religion comme mesure, leur religion comme mesure, estiment que c'est contre les commandements de Dieu. Mais moi, je suis un démocrate, je suis un homme comme un homo, je peux me retrouver dans une entreprise et celui qui est en face de moi et qui est mon directeur est un homosexuel. Je ne vais pas dire parce que tu es homosexuel, je ne vais pas travailler dans ton entreprise. C'est un choix sexuel et nous devons respecter les autres dans leur choix. Maintenant, pourquoi aujourd'hui presque tout le monde en parle? C'est avec l'avènement des réseaux sociaux, avec l'évolution des tests, comme vous l'avez dit, qui ont amené les uns et les autres, c'est-à-dire notamment les homos, à comprendre que ils sont libres désormais d'afficher leur caractère sexuel, d'afficher leur orientation sexuelle comme nous autres hétéros, nous le faisons en épousant des femmes, en bombant le torse que nous sommes des gens mariés. Conçoit et tolère l'homosexualité. Je ne suis pas contre l'homosexualité. Même si quelqu'un est contre, c'est un phénomène social. Quelqu'un dans la dictature, c'est un fait social. Et ce fait vivra avec le monde. Tant que les hommes vont exister sur cette terre, l'homosexualité va toujours exister. Et le travail que nous, leaders, aujourd'hui, nous devrions faire, c'est d'apprendre à vivre avec. Parce que, vous savez, j'ai rencontré... Est-ce un fléau pour vous? Ce n'est pas un fléau. Du moment où moi, je suis hétéro, je ne peux pas aller contaminer, je ne peux pas dire à un homo ne peut pas me contaminer, par exemple. Ce n'est pas un fléau. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a décidé un jour, désormais là, je deviens gay. Vous ne pouvez pas dire que, par exemple, vous voyez un homme et ça vous attire. Est-ce qu'à un moment donné de votre vie... Avant de revenir à Constant Yaoudéou, oui. Habib Aranessi, comment vous expliquez l'homosexualité? Si ce n'est pas un fléau, ce n'est pas un phénomène pour vous, comment vous l'expliquez? Comment expliquez-vous que selon les Écritures saintes, pour la plupart qui ont un socle, que Dieu nous a créés pour qu'on se multiplie, lorsque l'on sait que le sexe a pour principale mission la reproduction, et qu'un homme et un homme se mettent ensemble, une femme et une femme se mettent ensemble, et que vous estimez que ce n'est pas un problème. Pour vous, comment vous expliquez la situation, ce choix-là d'orientation sexuelle? Je ne dis pas que ce n'est pas un problème. C'est souvent un problème pour les hétéros. C'est souvent un problème pour les religieux, comme vous l'avez dit. Mais moi, personnellement... Vous homosexuel, c'est ça? Non, mais moi, personnellement, au début, c'était vrai, ça me choquait. Mais à un moment donné, j'ai rencontré, pour la petite histoire, je vais vous dire comment j'ai commencé par accepter des homos. Avant, je vais taire son nom, il y a un jeune à la FADESP très connu, très populaire, qui est homo. Quand vous venez à l'université, il est le plus connu. Et un jour, je l'ai vu au restaurant avec mes éléments. On l'a pourchassé. On lui a donné la chasse. Et quand il a trouvé d'issue pour partir, parce qu'on voulait le frapper, le lendemain, j'étais au resto universitaire. Son grand frère, on l'appelle communément Renard, un gars très costaud. Il est dans la police universitaire. Il est venu me voir, il m'a dit, Habib, tu sais que tel là, c'est mon frère. J'ai dit, comment ton frère? Il dit, nous sommes même père, même mère. Et c'est depuis le bas, les parents l'ont frappé, fatigué. J'ai dit, Renard, c'est ton frère celui-là. Il a dit, il faut bien le regarder, nous sommes même père, même mère.
Et alors, j'ai compris que même dans nos familles, nous pouvons faire, par exemple, 3 enfants, 4 enfants, et que parmi nos enfants là, quelqu'un soit gay. Autrement dit, est-ce qu'on choisit, vous avez choisi d'être hétéro? Moi, je n'ai jamais choisi d'être hétéro. C'est votre lecture à vous. Donc, je dis, parce que là où nous sommes en train d'aller, si nous ne travaillons pas pour une certaine cohabitation avec les gays, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez vu la fois dernière des transgenres qui ont été déshabillés. Je parle du phénomène parce que d'ailleurs j'ai écrit un article sociologique sur ça qui est sur la toile que je publie très souvent pour montrer que nous sommes appelés à vivre ensemble et quel que soit ce qu'on va faire, le phénomène va continuer à exister et va continuer à évoluer, les gens vont continuer à s'affirmer. Ce n'est pas fini. Vous avez vu la fois dernière des transgenres qui ont été déshabillés dans un bar. Des hommes, justement, quand je dis transgenres, c'est des hommes qui se sentent on va aborder le sujet. Mais ils ont été jetés en prison grâce à qui? Grâce à des députés homosexuels qui se retrouvent aujourd'hui dans notre hémicycle, qui ont dit, mais vous ne pouvez pas faire ça. Et c'est eux qui sont restés derrière le dossier jusqu'à ce que ceux qui ont posé l'acte soient punis. Je vous reviens par rapport à ce sujet qui est très intéressant que vous abordez un instant. Mais Constant Yaoundé, vous êtes également chef religieux. Vous avez quand même un regard assez particulier dans nos traditions. Pour vous, comment peut s'expliquer l'homosexualité? Lorsqu'on fait référence à nos traditions, comment peut-on expliquer l'homosexualité? On peut l'expliquer par, vous m'excusez, une folie des Blancs que nos enfants, à qui on a donné la chance d'aller découvrir l'Europe, d'aller se former, ont pris comme habitude et sont rentrés avec, et qui ont commencé par développer, qui ont contaminé d'autres parce que on a toujours pensé que celui qui est allé en France, qui est revenu, la chemise qu'il a portée, c'est la meilleure chemise. On ne sait pas que c'est une chemise de froid, mais on commence par porter ça ici. Ce snobisme-là, c'est ça qui fait évoluer. La preuve, c'est que quand le phénomène a commencé, c'est pas les riches que le phénomène a commencé, c'est ceux qui ont l'argent, qui vont en Europe et qui veulent aller se divertir, qui veulent faire la différence entre ceux qui n'ont pas les moyens de fréquenter un certain milieu. C'est pas eux. On savait par où ça a commencé. Dans ce Cotonou, on sait, ceux qui étaient les premiers, on les savait. Mais eux-mêmes n'arrivaient pas à s'afficher. Parce qu'ils savent que ça risque de leur créer des problèmes, que même leurs femmes pouvaient les quitter, ou que leurs femmes ne peuvent pas plus rentrer en famille parce qu'elles seront rejetées pour dire, si c'est ça que ton mari fait et tu es encore avec lui, ne viens pas ici parce que ça ne viendra pas chez nous. Donc, c'est un phénomène. Ce n'est pas snobisme que ce phénomène est arrivé au Bénin ici, et c'est d'ailleurs par le même biais que tout ce qui dope aujourd'hui notre culture. Notre culture doit évoluer. Est-ce que dans les traditions, est-ce qu'il n'y a pas des rites à travers lesquels l'homosexualité a une connotation spirituelle? Non, ça n'existe pas. Si ça devrait exister, ça doit être dans des couvents où ça ne doit jamais sortir et ça doit être très recadré. Ces genres de situations qui se produisent dans les milieux traditionnels sont tellement codés que même quand vous n'avez pas un certain âge, même si vous êtes dans le cercle, vous ne pouvez pas avoir accès à ce niveau-là. Parce que c'est des niveaux où, quand il vous arrive de faire ce genre de choses, vous devez, je donne un exemple simple, la femme qui fait ça doit être déjà ménopausée. Par exemple, l'homme qui doit faire ça doit avoir déjà franchi des étapes données. Et ça doit être forcément sous forme de rituel. Ça doit être forcément pour régler un problème social. Quand ces genre de choses doivent se passer. Mais je n'ai pas connaissance, en tout cas dans ma culture, moi, où je suis très ancré dans ma tradition, je n'en connais pas jusqu'à aujourd'hui. Avant de revenir à Bib, tout à l'heure, Bib disait quelque chose quand même d'assez important. Oui. C'est un choix et nous serons habitués nous serons appelés à vivre avec eux, puisque tant qu'il y aura des humains, il y aura cette déviance, puis ça fait partie des déviances selon certaines personnes également. Mais est-ce que vous pensez qu'on doit jeter de la pierre
aux homosexuels? Est-ce que vous pensez qu'on doit prendre, on doit cultiver une inimitié avec ceux qui sont homosexuels? C'est un problème. On peut être d'accord pour ne pas être d'accord avec eux, quand même. Au début, à partir du moment où ça n'est pas de notre culture, ça devrait forcément faire l'objet de rejet. Mais à partir du moment où ils sont protégés par la législation, parce que rien dans nos tests nous demande de les rejeter, à part la morale que nous faisons dans les milieux traditionnels, dans les milieux religieux. À part ça, rien ne les empêche de faire ça. Seulement, c'est l'acceptation dans le milieu social qui pose problème. Qui pose problème. Alors, lorsque je me retrouve vers vous, Habib Arnessi, tout à l'heure vous étiez en train de parler des trans, je tiens à vous rappeler que les homosexuels sont parfois représentés avec d'autres minorités sexuelles et du genre par le sigle LGBT, à savoir lesbiennes, gays, bisexuels, trans. J'aimerais que vous puissiez consacrer un bon plateau, un grand plateau, quand je dis pas en 20 minutes, pour ce sujet, parce que c'est un sujet assez sensible. Et si nous ne documentons pas très bien le sujet, le phénomène va continuer d'évoluer, Ce n'est pas une déviance. L'homosexualité n'a jamais été une déviance. Celui qui prend ça comme une déviance est dans une certaine subjectivité. Et c'est par rapport à sa morale, à sa religion. Donc, il se prend comme mesure. Donc, il n'y a pas de déviance. Un homosexuel ou bien un gay, on ne peut jamais porter plainte contre lui devant un tribunal pour dire tu es gay. C'est son orientation sexuelle. Que pensez-vous des bisexuels et des trans? Non, les bi. Vous savez, dans mon article, j'ai essayé d'expliquer deux formes de bi. Il y a les gays voilés. À cause de nous, notre pression d'hétéros, sont obligés de prendre des femmes et de faire des enfants. Or, ils sont gays. Ils ne sont pas attirés par la femme. Mais du moment où la société leur jette la pierre, ils sont stigmatisés. Ils sont obligés de construire des familles. Je suis dans une posture d'explication du fait. Et là, je me mets dans une posture purement de sociologue, ma formation de base, pour l'expliquer. Et c'est mon devoir d'ailleurs d'expliquer le phénomène et de montrer aux hommes, qu'on le veuille ou pas, c'est comme le phénomène du vol. Un jour, quand quelqu'un vole notre moto, ça ne va pas nous étonner. C'est comme ça, le jour où nous allons voir, nous serons en train de boire une bière avec un gay, sans que cela nous choque. Parce que le phénomène, avec l'évolution des lois et autres, va évoluer. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des transgenres. En fait, c'est des choses qui existent depuis la création du monde, si le monde a un début. Vous ne pouvez jamais identifier le premier gay au Bénin ou en Afrique. Vous ne pouvez jamais identifier le premier transgenre au Bénin. Quand Da dit que c'est pas snobisme ou bien pas copie, non, pas du tout. Habib, tout à l'heure vous avez parlé des transgenres. Oui. Il y a eu cette situation à Cotonou qui a été objet qui a fait source de polémique dans la ville où des hommes se font passer pour des femmes juste dans le seul but de pouvoir, j'allais dire, anarquer des hommes dans les buvettes, dans des lieux de plaisance pour pouvoir leur soutirer de l'argent parce qu'ils se disent que lorsque c'est une femme, l'homme va dépenser. Est-ce qu'à ce niveau-là, on peut toujours parler de trans, est-ce qu'à ce niveau-là, comment on peut qualifier cela? Est-ce que c'est pas de l'anarque sous une autre forme? Oui, mais c'est les réseaux sociaux. Moi, quand les gens ont été jetés en prison, puisque c'est un sujet. Non, mais il y a eu plusieurs cas. Il y a eu des cas. Je parle précisément de ceux qui ont été. Dans ton cas, j'en ai été témoin. Je prends le cas de ceux qui ont été. Il s'est fait passer pour une femme, si vous permettez. J'en ai été témoin sur le point de ton cas où il s'est fait passer pour une femme. Et tout de suite, il a pris l'argent du monsieur. Après, il est arrivé en chambre, il dit non, j'ai des menstrues et tout. Et c'est quand on le raccompagnait qu'on a ressenti que c'est un homme. Bref, on l'a poursuivi sur le pont, on l'a déshabillé, on s'est rendu compte qu'il avait la perruque d'une femme. Le maquillage d'une femme, la robe avec tout ce qu'il y a pour qu'il avait des seins comme une femme, mais en réalité c'était un homme. Oui. Alors, est-ce que à ce niveau... C'est pas un transgenre. Celui-là, par exemple, c'est pas un transgenre. C'est pas un transgenre. Nous sommes en train de parler d'un sujet, on peut profiter de... Alors pour vous, transgenre, c'est quoi? Le transgenre, c'est un homme qui se retrouve dans la peau d'une femme.
vous avez dans vos familles des gens qui sont des hommes. Merci pour l'explication. Mais quand vous les voyez, mais quand vous les voyez, vous dites, mais lui là c'est une femme. Hein. Il a tout d'une femme, il se comporte comme une femme. Ou bien c'est une femme. Parce que transgenre, c'est des deux côtés. Ou bien c'est une femme, mais quand vous la voyez, vous dites, lui là, c'est un homme ou quoi? Elle se comporte en réalité comme un homme parce qu'elle se sent dans la peau d'un homme et vice-versa. Maintenant, parmi les transgenres, généralement, on prend les homos, très généralement, dans la catégorie des transgenres, on considère plus les homos parce que c'est eux qui nous intéressent ici. Quand vous voyez quelqu'un qui s'habille comme une femme, ceux qui ont les moyens même font des opérations pour être femme. Parce que physiologiquement, il n'est pas comme nous autres. Est-ce que ce n'est pas une injure à l'égard du Créateur? Ce n'est pas une affaire d'injure du moment où nous ne sommes pas le Créateur. Et nous, en réalité, nous ne pouvons pas expliquer ça biologiquement, de façon biologique. Personne ne peut dire pourquoi tel est transgenre. Il y a des gens qui ne sont jamais allés en France. Si on dit qu'on a copié le blanc, il y a des gens qui ne sont jamais allés en France. Ils ne sont pas en contact avec la télévision. Même dans nos villages, il y a des transgenres qui se comportent et quand vous les voyez, vous très efféminés. Il faut qu'on documente le fait pour comprendre. Maintenant, si nous sommes dans une société, dans nos sociétés comme dans la nôtre, nous sommes majoritairement des hétéros. Et puisque nous sommes des hétéros, nous estimons que ceux qui sont homos sont des gens anormaux. Ils sont mal créés, ils sont mal formés. C'est une abomination. Mais dans le même temps, quand un hétéro rentre dans un secteur de travail et que son chef, celui qui veut le recruter, devant lui comme ça, il se rend compte que le chef est un homo. Il ne quitte pas le boulot. Il discute avec lui. C'est là en réalité l'image que nous affichons. Pour les questions de morale, nous rejetons les autres. Mais quand il s'agit de nos intérêts, nous sommes prêts à les accepter. Comment vous expliquez, par exemple, ce sigle-là, LGBT, lesbiennes, gays, mais surtout les bisexuels et les trans? Il y a même des ONG aujourd'hui qui défendent leurs droits. Leur cause, oui, tout à fait. Alors, comment vous expliquez ce phénomène-là, les bisexuels et les transgenres? Je crois que c'est une... snobisme. C'est la base, c'est le snobisme. Je continue de le dire. Ça se constate souvent pendant les vacances. Quand nos compatriotes qui sont à l'étranger commencent par rentrer, vous voyez, si jamais il a une forme de cheveux, c'est ça que tout le monde commence par faire pour montrer que c'est la mode. C'est ça. Et ce qu'il dit, je suis entièrement d'accord que chacun est libre de faire. Mais ce qu'ils sont en train de faire n'est pas vu ici. La preuve, ces pays qui nous ont transposé l'information que nous avons adoptée ont été même jusqu'à la législation. Déjà. Et nous allons évoluer aussi et arriver à un moment où on va voter des lois en leur faveur. C'est pour ça que je dis que c'est des variantes. Oui, allez-y. Des variantes qui vont certainement intervenir dans l'évolution du phénomène. Donc vous êtes conscient que dans les jours à venir, on peut s'attendre à une loi qui quand même protège davantage les droits des homosexuels? Ça risque d'arriver. Ça risque d'arriver. Je vous ai dit, c'est ceux qui ont suffisamment les moyens, qui sont entre deux avions, qui ont amené ce phénomène-là ici. Et le phénomène a pris parce qu'on les a pris comme des modèles. Mais qui a été de la même manière, les premiers qui dépensent de l'argent et on les voit dépenser de l'argent, c'est eux qui ont donné l'idée de Gaiman dans ce pays où tout le monde a constaté que pour être à l'aise, pour construire étage, pour conduire gros véhicules, il faut rentrer dans ce phénomène. Ça, par contre, c'est une déviance, c'est de l'escroquerie. Bon, et puni par des lois. Ce qui est sûr, c'est un mouvement. C'est un mouvement et chacun est libre, comme Habib dit, d'adhérer à un mouvement. Donc d'autres ont adhéré à un mouvement de déviance, mais d'autres... une loi qui protège les homosexuels au Bénin? Est-ce moi, Habib, moi, ma personne, citoyen, du moment où j'accepte que l'autre a le choix d'être gay ou pas,
D'ailleurs, on n'a pas le choix d'être gay ou pas. Sinon, est-ce que nous, on a choisi d'être hétéro? On n'a pas choisi d'être hétéro. Et il n'y a pas eu un jour où Da a décidé, ou bien Kadi a décidé, à partir d'aujourd'hui, là, moi, c'est les femmes qui m'intéressent. Est-ce que quelque part, l'éducation aussi n'a pas un impact dessus? Dites-moi, lorsque nous venons de la même famille et que nous sommes 4 garçons pour notre père et notre mère, nous avons reçu la même éducation. C'est-à-dire nous avons évolué dans la même cellule familiale. Et que nous sommes tous les trois garçons sont des hétéros. Et que parmi nous, notre Benjamin est gay. Nous allons dire qu'il n'a pas reçu notre éducation. La seule différence entre lui et nous, c'est que lui, il est gay et nous sommes des hétéros. Sinon, nous avons les mêmes caractéristiques. Nous respectons nos parents de la même manière. C'est une manière de vous dire qu'il n'y a jamais eu un jour comme ça ou bien une période où telle personne, ou bien il s'appelle Xavier ou Enoch, il est parti en France, il a vu que chez les Blancs, il y a des hommes qui se marient entre eux. Il vient au Bénin pour dire, désormais là, mon gars, on va se marier entre nous. Non! Cadet peut aller passer 20 ans en France, 50 ans en France, il ne deviendra jamais gay. Parce que son caractère, son orientation sociale, il est hétéro. L'autre est gay, vous pouvez le mettre dans n'importe quelle condition, vous pouvez le frapper n'importe comment. Lorsqu'il aura la liberté de sortir, il sera attiré par un autre homme comme lui. Mais le phénomène qu'on a aujourd'hui, c'est un problème qu'il faut régler par contre. En réalité, un gay, pour avoir travaillé avec l'ONG Hirondelle, par exemple, qui défend très souvent le droit. En réalité, vous avez travaillé avec eux? Oui, j'ai travaillé avec eux. Vous n'avez pas été tenté d'être gay par hasard? Jamais. Vous savez pourquoi? Jamais. Parce que je ne peux pas vous voyez être attiré par vous. C'est pourquoi j'explique. Ça commence un jour. Non, le jour qu'on dit ça commence un jour. Au fait, je dois clarifier certaines choses. Lorsqu'un gay commence par s'intéresser à un hétéro, il y a problème. Et ça, le législateur peut chercher à régler ça. Parce qu'en réalité, tous les documents que j'ai lus et l'article que j'ai écrit, je vais partager l'article avec vous. En réalité, un gay reconnaît en même temps, quand il est face à un autre gay, il le reconnaît. Ils ont des styles de reconnaissance, ils ont des manières de reconnaissance. C'est un réseau. Le jour où un gay s'intéresse à un hétéro, il y a problème. Le jour qu'un homme se fait passer pour transgenre, il y a problème. Ça peut être puni par la loi. Mais quand nous voyons un gay, un trans, et que nous nous mettons à le frapper, nous tombons dans les travers de la loi et nous serons punis. Ce qui a lieu de faire comme travail aujourd'hui, c'est de savoir que même dans nos familles, les gens disent jamais dans ma vie, je connais aujourd'hui un douanier dont le Benjamin, j'ai écrit son nom dans mon article, dont le Benjamin, il a 17 enfants. C'est le Benjamin qui est gay. Il a tout fait. Le gars est gay. Il dit, mais comme il est gay, je suis allé l'interviewer comme ça. Il a dit, mais comme il est gay, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je ne peux pas prendre un pistolet et tirer dans sa tête. Et tous ses amis presque avec qui il a évolué, il était à l'école, ne sont pas gays. Merci à vous. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce nous devons apprendre à vivre avec eux et éviter au maximum comme ce que nous voyons, de les stigmatiser ou bien de les lyncher. Il n'y a pas de contamination. Là, vous pouvez vivre avec un gay pendant 1000 ans. Vous ne serez jamais gay. Merci à vous, Habib Arandessi. Merci également à vous, Constant Yaoudou. J'espère que nous n'allons pas mettre la charrure avant les bœufs. Nous allons attendre que le législateur ou l'exécutif puisse proposer une législation. Mais ce n'est pas de notre génération de voter une loi pour encadrer cela. Ce n'est pas de notre génération. Soit pour les protéger ou davantage quand même. Parce que avec ce qui se passe dans le milieu scolaire aujourd'hui, ces genres de phénomènes, si on ne recadre pas très tôt, mais aussi c'est pourquoi je voudrais qu'on ait un vrai plateau. Parce qu'il y a aujourd'hui des gens, à cause de l'argent. Parce que, vous savez, c'est un milieu où la majorité, beaucoup sont, vous l'avez dit, beaucoup ont les moyens. Et compte tenu de la pauvreté ou bien des situations que nous connaissons de la jeunesse, certains, quand ils identifient un gay qui a les moyens, ils vont vers le gay pour dire, moi-même là, je suis gay. Juste pour avoir de l'argent. Ceux-là on ne peut pas considérer ceux-là comme des gays. Merci. C'est des gens qui pour se faire de l'argent. Merci à vous, Habib Arandessi. Merci également à vous, Constant Yaoudou, pour ce cri d'alerte que vous avez lancé ce matin. Il faut véritablement qu'on
on s'y penche afin de trouver des moyens légaux pour tout au moins encadrer le phénomène, pour éviter les déviances de part et d'autre, afin que chacun puisse vivre en toute quiétude de ses choix de vie. C'était à l'instant le débat de ce matin sur Free Matin, chers amis. J'étais avec Constant Yaouédéon, directeur de Radio Planète, qui était face à Habib Arandessi, qui est président d'honneur du mouvement socialiste révolutionnaire, également membre de la formation politique Union sociale libérale. J'installe à présent pour vous Nasrine Fatoumé, qui vous présente ce que prévoient les astres pour vous, chers amoureux du zodiaque. Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des astres. Bélier, journée plutôt ordinaire. Vous envisagez votre avenir professionnel sous un jour nouveau. La marche à suivre vous paraît plus clairement, vous donnerez un vrai coup de collier, mais vous devrez compter avec les retards et les difficultés de communication. Amis taureaux, même si vous vous sentez moins motivé par votre travail, vous manquerez de points importants. À part le cas d'un changement de carrière programmé, ces bons résultats vous permettront d'accéder à des tâches plus intéressantes. Gémeaux, laissez vos états d'âme au vestiaire et n'ayez qu'un objectif, donner le meilleur de vous-même. Il n'y a qu'en adoptant un tel comportement que vous pourriez avancer. Néanmoins, un problème administratif pourrait bien retarder une rentrée d'argent. Natifs du signe Cancer, ne campez pas sur vos positions. Il vous faudra mieux trouver un compromis que de vivre des tensions journalières. Vous serez obligé de prendre un peu sur vous-même pour améliorer la situation, mais vous ne le regretterez pas. Amis Lions, armez-vous de courage pour faire face aux obstacles professionnels qui vous attendent. Il vous faudra être performant et rigoureux. Vous devrez redoubler d'attention et ne faire confiance qu'à vous, ce qui n'est pas dans vos habitudes. Vierge, journée relativement ordinaire, vous avez besoin de vous rendre utile et vous allez créer l'occasion. Une bonne action de temps à autre, cela apaisera non seulement l'âme, mais vous apportera également une grande estime de la part de votre entourage. Amis Balance, l'horizon se dégage, vous progressez dans les activités qui vous mettent au service des autres et vous développez votre esprit d'analyse. Les influences astrales vont vous donner envie d'être reconnu dans votre milieu et vous serez prêt à donner du mal pour cela. Scorpion, vous êtes toujours prêt à tendre la main à votre prochain et les membres de votre entourage le savent bien. Il est temps de prendre conscience que certains ont tendance à en profiter. En couple, de légères tensions pourraient survenir si vous ne mettez pas cette situation au clair au plus vite. Chers amis Sagittaires, le climat astral vous est favorable. Optez pour une conduite prudente de vos affaires ou de vos finances. Ne vous lancez pas dans des paris risqués et alléchants qui ne vous apporteront que du vent. Vous ne devrez compter que sur vous-même en ce moment. Seule la routine est sans risque. Soyez patient. Capricorne, vous serez de bonne humeur et passerez du bon temps en compagnie de votre partenaire. Vous saurez faire preuve d'originalité et de fantaisie grâce à de charmants influx astro. Célibataire, vous en profiterez pour vivre vos amours les plus fracassantes. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, journée sans anécroche, c'est le bon moment pour mettre en route un projet qui vous tient à cœur. Cependant, restez discret sur sa nature. Certaines personnes malveillantes pourraient essayer de l'approprier ou de le faire échouer. Dernier signe du zodiaque Poisson pour finir. Aujourd'hui, votre vie professionnelle ne sera pas comme ces derniers jours. Elle sera au centre de vos préoccupations. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il ne se passera rien. On n'est jamais à l'abri d'événements imprévus auxquels il faut s'adapter. Côté finances, évitez les dépenses faites sur un coup de tête. C'est tout, amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. À toutes et à tous, ainsi prend fin Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention, portez-vous bien. On se retrouve demain vendredi pour le dernier numéro de la semaine. À très bientôt.